Bien, bonsoir Edgar Laloum. Je suis très contente de pouvoir mener avec vous cet entretien sur Baïtram hier, aujourd'hui, demain. Est-ce que vous pourriez nous dire comment pour vous s'est fait, plus que la rencontre, la fondation pour vous de Baïtram et le rôle que vous y avez joué? Alors, Baïtram, c'est déjà, au niveau de la date de démarrage, une discussion entre Henri et moi. Baïtram commence en fin 81, officiellement, parce que c'est là qu'on a ouvert pour la première fois le lieu. On l'avait ouvert en fin 81, à la lumière des chandelles, parce qu'on n'avait pas encore tous les moyens pour pouvoir mettre en place le lieu, de manière à ce qu'il soit accueillant et prêt pour recevoir les jeunes. Le véritable départ, donc, c'est début 82, où là, effectivement, tout était mis en place. Je suis arrivé, moi, à Baïtram, par un périple qui date de 74. Voilà. 74, c'est mon arrivée en Israël. 74, c'est là où je vais commencer à me préparer à ce périple en Israël, où déjà, dans une première terminale que j'ai passée là-bas, j'étais déjà engagé dans les quartiers Katamon à Jérusalem, où on avait mis en place avec ce qui était un petit peu une émanence des Panthères Noires, tout un projet d'accompagnement de jeunes. J'étais un petit peu animateur, 17 ans, 18 ans, c'était déjà pour moi un moment de rencontre très fort avec les quartiers de Jérusalem. C'était certainement aussi la continuation de ce que je venais de quitter en France, c'est-à-dire où j'étais déjà très engagé dans des mouvements politiques qui prenaient la justice sociale, et où effectivement déjà à partir de là, ça prenait tout son sens pour moi à Jérusalem de continuer sur cette lancée-là. D'où me vient ce goût du combat pour la justice sociale? Je pense que certainement quelque chose à voir avec mon éducation, avec ce que mon père m'a transmis, avec cette volonté, cette détermination à vouloir donner au monde un visage plus accueillant et plus réjouissant que celui qui existait, et qui l'a transmis, lui, à travers aussi ce qui a été son héritage à lui, c'est-à-dire le judaïsme. C'est par le judaïsme que la démarche et la dimension de la justice sociale m'a atteint à moi. Alors évidemment, pour moi, j'ai transformé le judaïsme peut-être en pensée politique beaucoup plus liée avec la réalité de terrain. Et déjà à cette époque? Déjà à cette époque, déjà dans les années 70, début des années 70, où j'étais très sensible à la problématique de la pauvreté, de la misère, de l'injustice, de l'inégalité. Des combats comme ceux du Larzac m'étaient très très présents, j'étais très investi, et mon arrivée en Israël n'a été que la continuation de cette démarche-là. D'ailleurs, après, je me retrouve au kibbutz, qui avait aussi, jusqu'à cette époque encore, cette démarche d'égalité, de justice sociale, où la culture et l'acte de terrain, l'agriculture devaient se rencontrer. Et donc, c'est pour moi une continuation. Donc, je repars après. Il y a une concordance entre les engagements de l'époque en France, le positionnement en France, et celui que vous avez trouvé dans le kibbutz, en fait. Absolument. Il y a une concordance dans la démarche, dans la dynamique dans laquelle j'étais, qui était de continuer un combat pour plus d'humanité. Ça a été vraiment pour moi. Alors évidemment, je me suis confronté à une réalité israélienne qui était quand même assez radicalement différente de celle qu'il y avait en France, et où il y avait une autre dimension de tension et d'inégalité qui était aussi ce conflit qui perdure jusqu'à nos jours, et qui pour moi a été peut-être dès le départ au cœur même de ma détermination d'essayer de contribuer à essayer de changer quelque chose. Le kibbutz, à l'époque, était très lancé aussi dans cette dynamique de rapprochement. Le kibbutz où j'ai été s'appelle Bet Keshet. Il était au pied du mont Tabor. Et ils ont énormément développé des liens avec les villages arabes de ce qu'on appelle le Meshoulash, c'est-à-dire cette région en Basse-Galilée, où le village qui était près du kibbutz Bet Keshet où j'étais s'appelait Daboria, et où les gens du kibbutz étaient vraiment très en relation avec les gens de Daboria, où on essayait de comprendre ensemble, de s'entre-conseiller sur des démarches, de participer aux fêtes familiales, les mariages, les bar mitzvahs des gens de Daboria étaient toujours invités, nous on allait toujours... Donc je crois qu'il y avait dans ma vie au kibbutz quelque chose qui correspondait aussi à cette recherche de rapprochement, de proximité, de volonté de trouver toujours un langage commun
pour essayer... Donc cette question que longtemps vous partagez sur la question de l'autre, elle était déjà là pour toi? Absolument, elle était déjà très installée, elle était déjà très forte, et elle était déjà ancrée en moi. Mais je pense que ça date vraiment de ce que mon père m'a transmis. Je pense que là, il y a et ma mère, parce que ma mère, elle avait cette relation à l'autre, la relation dans la convivialité, qui était totalement inhérente à sa personne. C'est-à-dire que ce n'était pas calculé. Elle était totalement, de manière instantanée, de manière instinctive, comme ça. Et donc, je l'ai reçu comme héritage de mes deux parents, je crois, cette dimension de l'accueil de l'autre, de la place pour l'autre. Et donc, cette rencontre avec Henri et Dominique, comment s'est passée? Donc, après mon arrivée en Israël, j'ai fait tout le parcours de l'Israélien adolescent, qui va donc se faire le kibbutz, évidemment finir ses études, faire le kibbutz, faire l'armée. Et donc j'ai fait l'armée dans une unité qui est une unité qui me permettait de faire en même temps mon service militaire, tout en gardant un pied dans la dimension de l'agriculture à travers mon travail au kibbutz, qui s'appelle le Nahal en Israël. Je ne sais pas si cette unité existe encore de cette manière-là, mais enfin c'était une unité qui me permettait à moi, je pensais que c'était la meilleure manière pour moi, très anti-militariste avant d'arriver en Israël, de pouvoir accepter l'idée que je devais y passer. Sauf que ce que je n'avais pas pris en compte, c'est que la partie armée que je faisais, c'était la partie armée combattante. Donc j'étais parachutiste israélien pendant cette période-là. Mais c'est aussi des moments très forts sur le plan humain, c'est des moments de rencontre assez inoubliables. Et il s'est avéré qu'après ce passage, l'armée kibbutz, 79-80, je pars en France, me ressourcer, et puis aussi un petit peu trimballé par une histoire d'amour que j'avais à l'époque, qui voulait absolument qu'on se tente notre histoire ailleurs qu'en Israël, puisqu'elle n'était pas israélienne, elle était suisse-allemande. Donc me voilà embarqué et de retour à Paris à cette époque-là. Et de fil en aiguille, évidemment, de ma réalité d'Israélien, je me suis rapproché de pas mal de groupes juifs, surtout les progressistes, les mouvements tels que la Shomer HaTzaïr ou la Mishmar. Et à travers ce rapprochement, j'ai rencontré Henri et Dominique, qui eux étaient en pleine préparation du projet Baïtram. Et avec Henri, il y a eu évidemment, je pense, dès qu'on s'est rencontrés, un sentiment qu'on avait énormément de choses à échanger et à partager. Et on a commencé avec Henri. Henri, il était sur le point de quitter la France pour aller créer Baïtram, mais tout en mettant en place à Paris une école, un jardin d'enfants, qui s'appelle Ganenou, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Nous avons été avec Henri, j'ai été pris dans l'équipe pour pouvoir accompagner les tout petits enfants dans les premières arrivées d'enfants dans ce jardin d'enfants Ganenou à cette époque-là. Et nous voilà repartis en Israël. Et Dominique? Dominique, elle, était déjà en Israël quand moi j'avais fait mon retour en France. Mais Henri avait déjà, avec Dominique, Muriel et Denis, et penser le projet Baïtram à cette époque-là. D'ailleurs, Dominique et Henri se connaissaient, eux, d'un précédent projet en prévention spécialisée qu'ils avaient fait avec l'OPEJ en 1974. Donc, c'est par cette relation qu'Henri avait avec Dominique que le projet s'est pensé. C'est agrégé à leur histoire Denis Salem, qui était travailleur social, et Muriel, l'ex-femme d'Henri, qui était médecin. Et on était en train de penser à un projet qui était proche des approches de la prévention spécialisée, mais qui comprenait une équipe pluridisciplinaire d'éducateurs, d'intervenants sociaux, de psychologues et de médecins. Oui, justement, quels sont les principes qu'ont retenu votre attention à l'époque? Comment vous avez défini Baïtram, les principes de travail, les principes éducatifs? Alors, ça a été de très longues réunions de réflexion, c'était des nuits entières de travail, où on échangeait chacun avec l'angle de vue qui était aussi l'origine de leur propre formation, dans laquelle on se voyait se projeter sur ce projet-là. Il est évident que ce que moi j'avais comme élément fondateur qui me paraissait important, c'était cette dimension de la justice sociale, qui était pour moi vraiment le motif premier de ma volonté de m'investir dans ce projet-là. Évidemment, Henri et Dominique aussi, et Muriel et Denis aussi, mais chacun avait une espèce de particularité dans leur dimension. Je pense qu'Henri, il avait un peu plus aussi tout l'aspect judaïsme,
de ce qu'on apportait dans cette aventure de Baïtram. Dominique, elle avait beaucoup plus aussi cette volonté de donner aussi une vraie réflexion sur le monde de l'inconscient, du psyché des adolescents. Denis, c'était aussi un petit peu comme moi, comme ça, quelqu'un qui était dans le social, qui avait vraiment envie que ce soit dans cet investissement-là que ça se passe. Muriel, c'était évidemment tout l'aspect médical de l'adolescence, qui à l'époque n'avait pas une approche très particularisée pour l'adolescence. Et qu'effectivement, on sait combien les adolescents, avec leurs problématiques de développement, avaient besoin d'avoir une écoute particulière sur le plan médical. Ça n'existait pas et on pensait qu'à travers Baïtram, on allait innover quelque chose dans cette dimension-là. Oui, justement, cette question des lieux, moi, depuis que je vous ai rencontré, j'ai beaucoup entendu parler de cette maison accueillante, du lieu. Comment c'est né cette question du lieu? Comment vous voyez ça? Par un constat. C'est-à-dire que notre constat, celui qui nous paraissait à l'évidence, celui qu'on peut voir dans toute la dimension, oui, c'est la dimension de l'adolescence, c'est que la problématique de l'adolescence, c'est le non-lieu. Le non-lieu, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que l'adolescence est dans un non-lieu? C'est plein de raisons. Certaines sont objectives et qu'on ne peut rien y faire, c'est comme ça, parce qu'ils sont en pleine dynamique, en plein développement. Ce développement fait qu'il y a une errance permanente dans laquelle ils doivent se retrouver. Et que la deuxième dimension, c'est une dimension beaucoup plus subjective, qui fait partie de la réalité de chacune des familles, où un adolescent, surtout dans les quartiers défavorisés, a beaucoup de mal pour trouver sa place dans sa maison familiale. Et que si beaucoup d'adolescents se retrouvent dans la rue, c'est parce que dans leurs lieux familiaux, la place... Ça tourne quand tu veux. Et donc ce manque de place dans les appartements exigus de familles nombreuses, comme on a pu trouver dans le premier quartier à Jérusalem d'Irganim où on a installé Baïtram, mais qu'on retrouve dans pratiquement tous les quartiers défavorisés dans tous les pays du monde, fait que très souvent les jeunes sont obligés de s'exiler de leur propre maison pour pouvoir trouver un lieu où ils pourraient souffler et se retrouver avec leur père. Et il a été clair pour nous à Baïtram qu'un lieu leur revenait de droit. C'est-à-dire un lieu dans lequel ils avaient enfin une place qui leur soit reconnue et destinée. C'est comme ça que pour Baïtram, le lieu était devenu indispensable. Mais évidemment, et c'est toute la démarche de Baïtram qui est fondée sur ça, c'est que nous, on a peut-être la conviction du fait que le lieu leur est nécessaire. Mais eux, c'est peut-être pas si évident que ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle Baïtram n'ouvre jamais un lieu d'emblée. C'est-à-dire que Baïtram va d'abord rencontrer les jeunes et susciter ou voir avec eux la possibilité de rêver d'un lieu ensemble. Évidemment, avec tout le travail qu'on fait en prévention spécialisée. Mais comme on le voit un peu en prévention spécialisée, Totalement. avec le travail de rue. Totalement. Et le travail de rue, à un moment donné, débouche davantage sur une maison qui va accueillir les jeunes. Voilà. Et c'est à partir de là que ce lieu-là va être installé. Alors, ce lieu, il a aussi une dimension très forte en Israël, au-delà même de tout ce qui est assez universel dans ce que je viens de raconter sur l'adolescence. Il y a aussi une dimension du lieu dans le judaïsme. Le lieu en hébreu, c'est makom. Makom, c'est aussi une manière d'appeler l'espace divin. Il y a Ben Adam, la makom, ça veut dire la relation entre l'homme et Dieu. D'accord ? Et pourquoi Makom et Dieu ont quelque chose à voir ensemble? C'est parce que, à mes yeux, il me semble, et c'est un peu comme ça que je le vis, qu'on ne peut poser une parole que si on a une place. Donc la maison va conférer une place aux adolescents. Pour leur permettre d'ouvrir une parole sur leur réalité. Donc pour moi, le lieu a cette possibilité aussi à l'adolescent d'enfin avoir la possibilité, l'opportunité d'ouvrir des paroles sur leur réalité. Donc il ne suffit pas d'ouvrir un local, ça veut dire que réellement il y a toute une démarche pour Absolument. que ça devienne un lieu. Automatiquement, le local en tant que tel, ça a été effectivement la première étape. Mais elle n'est qu'une première étape qui va s'élaborer au fur et à mesure. Tout lieu de Baïtram va être construit en fonction de trois grandes dimensions. Vous avez... Oui, allons-y. Trois grandes dimensions qui sont la première dimension, c'est l'aspect convivial du lieu, c'est-à-dire l'espace ouvert où chacun va rentrer, où on va se retrouver tous de manière commune.
en groupe, et où les éducateurs et les adolescents viennent de manière totalement libre. Les éducateurs, évidemment, eux, viennent à l'ouverture et restent jusqu'à la fermeture, mais les ados, ils viennent tant que ça leur plaît, comme ils veulent, avec cette dimension de la libre adhésion qui est aussi caractéristique de la prévention spécialisée. Et le deuxième espace, c'est un espace qui est plus restreint, où il y aura un coin cuisine et un espace atelier dans lequel on va pouvoir travailler sur des groupes plus petits. Et le troisième espace est un espace beaucoup plus exigu, beaucoup plus privé, qui est un espace de rencontre duel entre un éducateur et un jeune, sachant que les jeunes vont progressivement rentrer en relation avec les éducateurs dans ce quotidien, dans cette routine qui va se mettre en place dans ce lieu, et où au fur et à mesure des aléas de leur vie, ils vont pouvoir ouvrir une parole, parce que ce lieu leur protège la parole, vont pouvoir ouvrir une parole sur ce qui leur arrive et sur les déboires dans lesquels qu'on peut traverser quand on est adolescent, et qu'on peut traverser encore de manière plus dure quand on est adolescent, dans un quartier défavorisé, dans un pays en guerre. Est-ce que vous avez un exemple comme ça, par exemple, d'appropriation par un groupe de jeunes de ce lieu? Alors, oui, j'ai un exemple, qui est un exemple assez... Est-ce qu'on a aussi besoin d'entendre en concret? La proche, comme vous l'avez compris et entendu, elle est fortement inspirée évidemment de la prévention spécialisée, qui va nous amener à ouvrir un lieu, chose qui était à l'origine de la prévention spécialisée. Les clubs de PrEV, c'était ça à l'origine. Donc on a vraiment importé une idée. Mais il y avait deux dimensions supplémentaires qui sont à prendre en compte dans la démarche de Baïtram. C'est la dimension, on va dire, d'une démarche ou d'une pensée marxiste, c'est-à-dire allant directement dans une espèce de réflexion sur la justice sociale, dans notre travail avec les ados. Et la troisième dimension, c'est ce qui s'appelle la psychothérapie institutionnelle, la psychothérapie institutionnelle qui est basée sur trois niveaux, on va dire, de compréhension et d'entendement, qui sont le premier niveau de considérer que l'institution elle-même est un outil thérapeutique, c'est-à-dire la manière dont on conçoit le lieu lui-même a une dimension thérapeutique. La deuxième dimension, c'est le fait que les personnes qui sont prises en charge dans un lieu pareil ont leur mot à dire sur leur propre démarche, on va dire thérapeutique, d'accord ? Parce qu'on parle de psychothérapie institutionnelle et que c'était adressé à des gens qui étaient considérés comme des problématiques mentales assez lourdes. Et la troisième dimension, c'est ce qu'on a appelé à Baïtram l'autogestion ou la cogestion, qui permet à tous les gens qui cohabitent dans le même lieu de pouvoir ensemble construire et développer, élaborer le lieu. D'accord ? Alors, un exemple, comme vous me l'avez demandé, je vous en donne un parce qu'il a été pour moi assez fondateur, c'est qu'on a dû rectifier notre discours au moment où, quand on arrivait dans un lieu, notre discours, à ce moment-là, c'est-à-dire au deuxième lieu de Baïtram, qui était au centre-ville de Jérusalem, c'était de dire, voilà un lieu, il est à vous. Occupez-le. Faites-en un lieu dans lequel vous vous sentirez bien. Mais comment ces jeunes, ils avaient connu cette possibilité ? Par le travail préalable, qu'on avait fait un long travail de rue, à travers lequel on a pu rencontrer des jeunes. Évidemment, très vite, quand on fait un travail de rue assidu, sérieux, jusqu'à très tard le soir, on repère assez rapidement qui sont les jeunes qui sont le plus en dérive, qui sont le plus en exclusion. Et c'est comme ça qu'on a réussi à rencontrer. Ils ont commencé un petit peu d'ailleurs à se demander qui sont ces uluberlus qui se baladent jusqu'à des heures indues pour nous demander comment on allait, qu'est-ce qu'on faisait, est-ce qu'on peut boire un café ensemble, tout ça. On a fini par nouer des liens qui ont été après ceux qui ont été la base de notre proposition d'ouvrir le premier lieu au centre-ville. Et donc, avec ces jeunes, ce groupe de jeunes qui était à la base une douzaine de jeunes, on va dire, avec qui on avait réussi à lier un lien, à créer un contact, on leur propose d'en faire de ce lieu ce qu'ils avaient envie d'en faire, la manière dont eux se sentiraient le mieux. Faire comme si c'était leur lieu à eux. Et ils nous ont mis à l'épreuve. Vraiment, on fait ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut dans ce lieu. Je leur dis, si on vous le dit, décorez-le comme vous voulez, mettez-vous, venons réfléchir ensemble. On a un petit budget. Ce budget, il est de temps à temps. D'accord ? On pourra le dépenser pour mettre ce lieu en place. C'est un budget qui est consacré à ça. Venons, réfléchissons ensemble, dites-nous ce que vous avez besoin.
Et on va essayer de mettre en place la possibilité de mettre en place ce qui vous a paru, ce qui vous apparaît comme étant convenable pour ce lieu, dans lequel vous vous sentirez bien. Et ils nous ont demandé de la peinture blanche, de la peinture noire et de la peinture rouge. Bon, et nous voilà partis ensemble avec les jeunes pour acheter tout ça au supermarché d'à côté. On a acheté tout ce qu'il fallait, et on les voit commencer à peindre sur le mur. Alors, tout le mur le plus imposant, c'était un abri souterrain d'ailleurs, ce lieu. Les voilà-t-ils pas, ces sacrés jeunes, en train de nous faire tout simplement, tout gentiment, une énorme croix gammée sur ce mur le plus imposant de l'abri. Alors, comment vous avez réagi? Et que là, tout d'un coup, réflexion de l'équipe éducative, est-ce qu'on peut accepter ça? Bien sûr. Et on a dû rectifier notre discours. Ce lieu est aussi à nous. On est aussi dans ce lieu avec vous. Donc il faudrait qu'on trouve la manière à ce que nous aussi, nous puissions y trouver notre place. Évidemment, ils sont bien foutus de notre gueule, mais il y avait quand même, ils ont bien compris que cette provocation-là, elle n'allait pas pouvoir passer, et on a retravaillé ensemble cette croix gammée qui est devenue après... C'est eux qui vous ont accueillis, quoi. Finalement, c'est eux qui ont... Ok, on vous accepte dans notre lieu. C'est vous qui vous ont accueillis. Voilà, c'est eux qui nous ont accueillis. Pour moi, ça a été fondateur pour bien comprendre que le discours doit toujours être en mesure d'être entendu par les jeunes, mais sans qu'on bluffe. Il faut qu'on soit vraiment dans un discours qui soit honnête avec eux, d'une grande sincérité. Et là, ils nous ont mis à défaut sur « Ah bon, c'est ça votre parole ?» C'est ce que vous nous avez dit. C'était extrêmement intéressant. Vous avez cheminé ensemble. Oui, on a cheminé ensemble. D'ailleurs, une grande partie de ces premiers jeunes du centre-ville sont devenus, 10 ans plus tard, des éducateurs de Baïtra. Et quand on en parle, évidemment, on a beaucoup de complicité et de sourire et même d'éclatade, parce qu'on a vécu des choses extraordinaires avec ces premiers jeunes. C'est ces premiers jeunes qui ont créé le premier groupe de musique punk à l'époque, qui s'appelait Sartan Achad, qui veut dire cancer du sein. Et évidemment, là aussi, on se pose la question, est-ce qu'on l'accepte ou on ne l'accepte pas? Et là, pour nous, il n'était pas question de leur changer le nom. Ils avaient choisi ce nom, on le gardait. Mais alors, il fallait aussi négocier avec les autorités municipales. C'est la prise de risque de l'éducateur. Et il y a un principe qui m'a toujours beaucoup intéressé dans vos travaux, c'est ce principe de ne jamais exclure. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ça va même plus loin que ça. Il est clair pour Baïtram que les jeunes que nous voulons accueillir sont peut-être ceux qui ont été le plus exclus dans la société. Que ceux qui sont pour nous les prioritaires de Baïtram sont ceux qui ont l'habitude de se faire exclure. Et donc, il fallait qu'on puisse penser et avoir une dimension de créativité éducative pour que justement ceux qui ont mis en place tout un dispositif d'exclusion d'eux-mêmes partout où ils ont été, que nous, on puisse dépasser cette dimension-là et les surprendre en continuant à les accueillir. Est-ce que vous pourriez parler d'une situation qui vous a un peu marqué sur ça? Parce que c'est quand même très important dans cette société qui n'arrête pas d'exclure. Et en Israël, peut-être, je ne connais moins, mais en tout cas, dans ce que je suis en France aussi. Est-ce qu'il y aurait un moment comme ça où, face à quelque chose d'inacceptable, ça a été l'objet de discussion, ou je ne sais pas? Il y a évidemment des centaines, sinon de milliers de moments comme ça. Parce qu'une après-midi entière, avec des adolescents en pleine ébullition, en pleine excitation, dans un lieu qui n'est pas énorme, qui est assez confiné, ça crée des tensions, et évidemment, pour tenir un lieu pareil, il y a à chaque fois à se trouver une dimension créative. Alors là, le travail de l'équipe est extrêmement important. C'est là qu'à Baïtram, on a énormément développé le regard entre les membres de l'équipe. Qui s'occupe de quoi? Comment on intervient? Quand c'est qu'on intervient dans telle ou telle situation? Je vous donne un exemple. Si par exemple, une rixe commence à se créer dans un coin du club, entre deux ados, la pire des choses à faire dans ces cas-là, c'est de tout arrêter, tout le monde, et d'aller essayer de les séparer. Parce que là, ils deviennent les acteurs de la scène, et tout le monde est autour d'eux. Et que ça devient une espèce de horde qui se met en place. Il est du devoir de l'équipe, quand il se passe une chose pareille, de ne faire que le travail d'un seul éducateur qui va rejoindre le lieu où ça se passe,
et en développant une approche qui soit une approche qui désamorce la tension dans laquelle on est rentré. C'est-à-dire qu'on sait très bien que là, on est dans une spirale. Cette spirale, elle va continuer à s'alimenter à partir du moment où dans notre regard, ou dans notre posture, on va regarder ce qui se passe avec dramatisation. D'accord ? La première chose à faire, c'est de dédramatiser ce qui est en train de se passer. Alors là, évidemment, à Beit Ram, on a beaucoup développé, par exemple, tout ce qui est de l'ordre de l'humour, tout ce qui est de l'ordre de l'ironie par rapport à tout ça. À essayer et par 2-3 paroles, ça se désamorce pratiquement à chaque fois de manière presque inévitable. Je parle du quotidien de Beit Ram. Maintenant, il y a des moments où ça va beaucoup plus loin, où il y a un jeune qui vient, qui casse avec une chaise la fenêtre du lieu parce qu'il pète un câble, parce qu'il ne va pas bien, parce qu'il y a quelque chose qui est totalement insupportable pour lui. Et que ce lieu représente aussi pour lui, quelque part, l'institution avec laquelle aussi il est en colère. Okay ? Là, on a affaire à un jeune qui va très mal, on a compris qu'il allait très mal. On a quelque part là besoin d'accompagner ce jeune un petit peu à l'extérieur du lieu, mais de rester avec lui. C'est-à-dire que le lieu n'est pas seulement l'espace en soi, c'est aussi chacun des composants de ce lieu. Et l'éducateur est un des composants du lieu. Donc le fait que l'éducateur reste avec lui est aussi le fait qu'il est dans le lieu. Pour nous, c'est important. La continuité du lieu. La continuité du lieu reste aussi à travers les personnes qui occupent ce lieu-là. Et donc l'éducateur va être avec lui un moment, va prendre en compte sa demande, sa colère, va essayer de la travailler pour en faire un dialogue, pour qu'on puisse y mettre des paroles qui puissent être entendues, tout en étant effectivement attentif au fait que le reste du groupe est occupé par l'ensemble de l'équipe qui est restée à l'intérieur. Encore une fois, pas de regroupement autour d'un drame, mais toujours garder chacun son espace dans lequel il est investi en tant qu'éducateur. Et on sait très bien qu'à ces moments-là, il est pratiquement impossible vraiment d'ouvrir une parole. Par contre, le fait que le lieu est ouvert au quotidien, le même jeune va revenir le lendemain ou le surlendemain, et là, à un moment plus serein, un moment plus posé, plus reposé, là on peut commencer à se retrouver et à parler un petit peu de ce qui a été le fondateur dans cette volonté de casser une vitre avec sa chaise. Alors comment on fait équipe avec les éducateurs pour pouvoir mettre tout ça en mouvement et comment la notion d'autogestion vient se prendre là-dedans? Alors, l'équipe, elle est fondamentale dans le travail de Beit Ram. Elle est fondamentale pour une raison d'ailleurs primaire à la base, c'est que ces jeunes-là, on le sait, n'ont pas souvent l'occasion de voir un groupe d'adultes qui fonctionne sereinement. Et que pour nous, il est hors de question de leur offrir une continuation d'un regard sur le monde adulte qui serait un regard d'évaluer. C'est-à-dire qu'on a l'intention de leur proposer une relation d'adulte sereine, équilibrée et dans laquelle les gens s'entendent. Alors, il y a un vrai travail. Chaque équipe de Beit Ram a une supervision pour travailler tous les éléments relationnels qui existent entre les différents membres des équipes, dans la mesure où c'est fondamental. La deuxième chose fondamentale dans le groupe, c'est qu'il y ait une dimension masculine et féminine dans chacun des groupes, chacune des équipes de Beit Ram. La dimension d'autogestion de Beit Ram, elle prenait place. Alors pourquoi ? Évidemment, l'aspect masculin et féminin, c'est parce qu'on veut leur restituer aussi une possibilité de reconnaître l'adulte aussi dans sa possibilité, sa capacité de se respecter en tant qu'homme et femme. Et qu'il peut très bien y avoir des situations où une éducatrice peut prendre une décision même si l'éducateur n'est pas là, et inversement, ça leur donne, pour nous c'est important qu'ils aient un peu ce regard-là. On n'oublie surtout pas qu'on a affaire très souvent à des familles très patriarcales, je parle de l'époque des années 90, mais je pense que ça existe jusqu'à maintenant dans ces quartiers défavorisés, et que pour nous il était important de restituer quelque part la possibilité d'un monde adulte où l'homme et la femme ont une dimension égalitaire au niveau des décisions qu'on peut prendre en tant qu'adulte accompagnant des jeunes. La dimension de l'autogestion, elle se travaille sur deux niveaux. Premier niveau, au niveau de l'équipe et des adultes de l'histoire. Beit Ram fonctionne dans son entièreté sur la base de l'autogestion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de supérieur hiérarchique, il n'y a pas de direction pyramidale. À Beit Ram, il y a un travail où chaque équipe est responsable de son terrain. Ça veut dire que l'ensemble de ce qui se passe sur le terrain d'une équipe de 4 à 5 personnes n'a trait qu'à cette équipe-là. C'est elle qui va décider des activités qu'on va mettre en place, de la manière dont on va gérer le budget,
de la manière dont on va créer des événements et des activités dans ce lieu, des embauches et des renvois si jamais il devait y en avoir. Donc il y a une dynamique interne dans l'équipe qui est tout le temps très familiale, on va dire. Avec une capacité de décision. Avec une capacité de décision. Comment, alors pourquoi cette dimension de l'autogestion a de l'importance pour ByTram? Elle a une importance fondatrice dans la mesure où le message qu'on transmet aux jeunes, qui fait partie de ce qui est pour nous fondateur pour eux, c'est qu'on leur laisse entendre qu'ils sont sur le point de devenir autonomes, de prendre leurs responsabilités sur leur vie, qu'ils sont à l'aune de devenir des adultes. Et qu'à partir de là, le message qu'on transmet quand on est éducateur, ayant soi-même une espèce d'autorité sur la vie du lieu, puisqu'on n'a pas de directeur, de chef de service, ce message-là a certainement plus de poids à l'oreille du jeune que si on était pris nous-mêmes dans une hiérarchie extrêmement dense et lourde. Donc le message de l'autonomie qu'on transmet à l'adolescent, il faut qu'il vienne d'un adulte autonome. Et donc cette autonomie-là, ils la reconnaissent. Les jeunes de ByTram, ceux que je vois aujourd'hui qui sont beaucoup plus âgés, pour eux, ça a été une révélation, cette institution qui fonctionnait de cette manière-là. Donc il y a une fonction miroir, on pourrait dire, entre l'autonomie qui advient chez le jeune et l'autonomie effective d'une équipe, des gens qui y travaillent, et de cette reconnaissance. Absolument. Il y a une troisième dimension, qui est évidemment celle qui a fait que les éducateurs de ByTram, il n'y avait pas énormément de turnover. C'est que quand on est responsable à ce point de son lieu de travail, ben on y tient à son lieu de travail. On y est investi. On a envie que ça se passe bien. Et on fait ses heures. Et on est présent. Et on se bat pour que ça marche bien. Est-ce que vous auriez rappelé une situation d'autogestion comme ça, où ça a été l'objet de débats dans l'équipe, ou avec toutes les équipes, parce qu'il y avait plusieurs équipes à ByTram. Il est évident que l'autogestion est très lourde à vivre. Quand ByTram a commencé à multiplier son travail sur plusieurs terrains, qu'on a commencé à avoir une dizaine et une quinzaine de lieux, cette autogestion-là, sur le plan institutionnel, devenait très compliquée à gérer. Et puis, il y a beaucoup d'éducateurs qui, effectivement, ça leur paraît beaucoup plus simple de prendre des décisions quand il n'y a pas à devoir les prendre dans une manière conflictuelle au sein de l'équipe, parce que très souvent, les décisions, elles sont quand même assez lourdes à prendre, et que ça arrange tout le monde que quelqu'un vienne les aider à prendre ces décisions venant de l'extérieur. Donc on a compris qu'il fallait un tout petit peu qu'on déplace l'autogestion à ce qu'on appelait plutôt la cogestion. Et la cogestion, ça a été, on réfléchit ensemble avec des éléments extérieurs sur la manière dont on va développer tel ou tel projet, dans la manière dont on va régler tel ou tel problème dans tel ou tel club. Mais vous avez évité l'enfermement par en fait une présence externe. Absolument. C'est un moment qui pouvait remettre au travail. Sur le plan institutionnel. Un peu la même idée que la supervision. Un peu la même idée que la supervision, sauf que les personnes qui venaient les aider de l'extérieur ne sont pas des gens qui viennent en tant que superviseurs, mais en tant qu'anciens. Donc, mis à part donc, cette dimension d'autogestion prise dans le cadre institutionnel, il y a aussi la projection de cette autogestion dans le travail qu'on met en place avec les adolescents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est pour nous très important que les adolescents qui bénéficient de l'activité de ByTram bénéficient aussi d'une prise de conscience de pas mal de domaines qui sont de l'ordre de la socialisation de ces jeunes. Par exemple, on sait que par exemple un club a, de la part de ByTram, un budget de 500 euros on va dire, à dépenser dans le mois. Et mensuellement, ce budget est restitué pour mettre en place les activités. Cette somme-là, elle est proposée à l'équipe pour travailler, mais elle est proposée aux jeunes aussi. C'est-à-dire que les jeunes savent exactement quelle est la dimension financière du travail du club. Et donc on réfléchit ensemble avec les jeunes sur la manière dont on va disposer de cet argent. Est-ce que cet argent, par exemple, on va le dépenser régulièrement en changeant les tableaux de backgammon parce que c'était le jeu préféré des jeunes, parce que des fois ils s'énervent et qu'ils en cassent un et donc il faut en acheter un autre. Et puis voilà, et puis on va dépenser notre argent à chaque fois qu'on casse une raquette de ping-pong ou qu'on casse un jeu de backgammon. Ou alors, est-ce qu'on fait attention à nos jeux? On essaie de les préserver parce qu'on va se garder de l'argent pour faire un petit
Tours en mer Morte ou à Eilat, ensemble se faire un camp à l'extérieur parce qu'on aurait mis un petit peu de budget de côté pour le faire. Tout ça, il est question d'un principe de réalité avec les jeunes qui nous est extrêmement important, avec lequel ces jeunes-là vont pouvoir aussi comprendre que même si le lieu leur paraît est gratuit et ouvert, ils ne sont pas pour autant épargnés d'une réflexion sur la manière dont eux vont utiliser ce lieu. Et donc ils sont présents donc dans la partie prenante dans des totalement dans les choix et dans les préférences qui vont être mises en place dans le développement et l'élaboration des activités du lieu. La deuxième dimension, c'est que aucune décision ne sera prise par rapport à la réalité d'un jeune, quelle que soit la dimension de cette décision, sans que le jeune n'y ait lui-même été totalement pris en compte. C'est-à-dire, ça va assez loin dans Baïtram, on n'ira pas voir une famille d'un jeune, par exemple, même si on sait qu'il s'y passe des choses avec lesquelles on pourrait éventuellement essayer de trouver une place de médiateur pour essayer de juguler certaines situations, on ne le fera jamais sans l'acquiescement et la volonté véritable du jeune posée et verbalisée. Évidemment, on va faire en sorte qu'il y arrive à cette volonté. Mais ça sera un accompagnement qui peut être long. On ne va pas lui imposer, quoi. On ne lui impose absolument aucun acte dans lequel il ne serait pas lui-même totalement investi. Pareil, par exemple, si demain, on devait écrire une lettre à un juge. Pour un jeune, parce que très souvent en Baïtram, quand un jeune fait une connerie, il va être entendu par un juge, évidemment. Ben, évidemment, il y a la police d'abord, le juge, ce qu'on appelle les officiers de justice en Israël. Et très souvent, le juge ou l'avocat du jeune attendent de nous de dire combien ce jeune a évolué dans le cadre de Baïtram, parce que le seul fait qu'il soit en relation avec Baïtram pourrait éventuellement permettre au juge de comprendre que ce jeune a une volonté de s'en sortir, vu qu'il est en relation avec un service éducatif. Donc on attend, nous, un courrier, par exemple. Ben, ce courrier, c'est le jeune qui l'écrit avec nous. Ça nous est extrêmement fondamental. C'est-à-dire que le jeune, à partir du moment où lui-même va poser sa plume et va écrire les choses avec nous, et que les mots qu'on va inscrire sur ce papier sont des mots dans lesquels le jeune lui-même va se sentir investi. Donc ça veut dire qu'il y a un lien aussi entre cette autogestion et l'autonomie et la responsabilité. Totalement. Ça va directement dans la même ligne. D'accord ? Donc c'est un petit peu à travers ça qu'on va transmettre aux jeunes les outils nécessaires pour prendre en main sa responsabilité d'adulte. Comment toute cette philosophie de l'intervention pratique a été accueillie, acceptée dans le pays, dans les lieux? Quelles alliances vous avez trouvées? Comment vous avez inscrit en fait ce travail dans la société israélienne? Alors, il faut comprendre, il faut savoir que quand on arrive en Israël, on arrive sur un terrain où l'approche sociale est très inspirée des modes comportementalistes, behavioristes à l'américaine, qui sont très efficaces, je veux dire, et qui ne sont pas du tout remises en question par nous. Sauf que elles ont ça de particulier, ces approches, elles travaillent sur le symptôme. C'est-à-dire, un ado qui fait des actes de délinquance, c'est sur ces actes de délinquance qu'on va travailler. Sur la réparation, sur des choses comme ça. Un ado qui va utiliser des joints et qui fume du shit ou de l'herbe, c'est sur sa toxicomanie naissante qu'on va travailler. C'est là qu'on va poser notre investissement professionnel. D'accord ? À côté de ça, Baïtram regarde ces événements-là comme des événements symptomatiques qu'il faut travailler totalement en aval ou en amont de cette réalité. C'est-à-dire que pour nous, un adolescent qui fume des joints, c'est pas le fait qu'il fume des joints qui nous inquiète. C'est qu'est-ce qui fait qu'il a amené à fumer des joints. Et c'est là que Baïtram rentre dans une dynamique beaucoup plus holistique dans l'approche de la réalité de ces adolescents. C'est-à-dire que c'est là que la famille nous est importante, c'est là que la fratrie nous est importante, c'est là que sa réalité sociale et familiale nous est importante, c'est là que ce qu'il a lui à dire de ce qu'il vit à l'intérieur de lui nous est important, et qu'à la limite, même si les jeunes eux-mêmes étaient capables de venir nous provoquer en nous montrant leurs joints, on en souriait et très vite ils arrêtaient de le faire parce qu'ils ont compris qu'on n'en a rien à foutre. C'était autre chose qui nous intéressait dans ce qu'ils faisaient, qu'ils utilisaient la drogue. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est à la fois holistique et que ça permet aussi de faire communauté autour du jeune et avec le jeune? Absolument. C'est aussi une manière de dire aux jeunes, tu n'es pas qu'un fumeur de joints. Tu n'es pas le délinquant qu'on essaie de te faire croire que tu es. La déstigmatisation au Baïtram est extrêmement importante. C'est-à-dire
et on travaille même avec les éducateurs au niveau même du langage. On ne va pas dire un voleur, on ne va pas dire un violeur, on ne va pas dire un fumeur de joints ou un toxicomane. On va dire un jeune qui fume des joints, un jeune qui a volé ou un jeune qui a fait un acte délictueux quelconque. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on va l'enfermer. Ça ne va pas l'assigner. Ça ne va pas l'assigner. Ça a été, je pense, un apport qu'on a fait au moins aux proches de Beit Ram, qui était la mairie de Jérusalem, qui travaillait. Ce discours-là, je pense qu'ils l'ont entendu et quelque part, ils l'ont même acquis. Et là, on n'a pas eu de difficulté. Par contre, là où la difficulté s'est posée dans notre relation avec les autorités, c'est sur une deuxième dimension, qui pour nous est fondamentale aussi, pour que le jeune puisse rentrer dans son contact avec nous, dans son rythme à lui, c'est l'anonymat. C'est-à-dire qu'un jeune qui rentre et qui nous dit qu'il s'appelle Momo, il s'appelle Momo et on le considérera comme Momo, même s'il s'appelle Antonio. C'est pas important. On le laisse venir avec l'identité que lui a choisi de nous offrir au moment où il vient. Et qu'il est hors de question pour nous que parce qu'il est rentré en relation avec nous et que nous sommes financés par des autorités telles que la municipalité, nous soyons en devoir de donner son nom pour justifier de ce financement. Et là, il y a eu des bras de fer qui, jusqu'à maintenant, sont assez douloureux. C'est-à-dire qu'ils attendent effectivement des listes de noms pour pouvoir justifier des financements que nous avons. Alors évidemment, tout ce qui est lié à l'évaluation et qui nous permettrait de pouvoir financer mieux les lieux, ont toujours été un problème fondamental à Beit Ram. Comment justifier de financement quand on ne donne aucun élément de compréhension? Et donc à la mairie de Jérusalem, il y avait une espèce d'amour-haine qui était extraordinaire. C'est-à-dire que quelque part, effectivement, ils sentaient bien que ce qu'on avait comme discours correspondait tellement à la problématique qu'ils avaient, eux, à rentrer dans un contact véritable, profond, vrai avec les jeunes avec lesquels ils travaillaient, mais combien en même temps on était une entrave à une construction institutionnelle qui soit cohérente pour eux. Donc on avait une discussion ouverte, mais avec beaucoup d'accueil. Alors évidemment, on avait aussi cette image de Juifs de France qui débarquent en Israël avec un projet et qui offrent ce projet à ce pays. Donc on avait déjà une espèce de porte ouverte parce qu'il y avait quelque chose d'émouvant pour eux de nous voir évoluer dans cette dimension-là. Et puis ça s'est développé et Beit Ram s'est fait une renommée. Elle s'est fait une renommée sur plusieurs plans. Fait une renommée, sur le travail avec les adolescents, à tel point que d'autres lieux ont demandé à ce que Beit Ram puisse intervenir. Donc on commençait à comprendre que d'avoir 100, 150 jeunes dans un lieu, c'est quand même pas donné comme ça, de manière aussi simple que ça, et qu'ils se sont dit qu'il y avait certainement quelque chose qui fonctionnait dans notre manière de fonctionner. Mais il y avait aussi une autre dimension qui était celle que Beit Ram correspondait aussi à une espèce de dynamique qui correspondait à la réalité des jeunes qui étaient en Israël. C'est-à-dire que quelque part, il était plus facile d'investir sur une dimension de la prévention spécialisée à la française dans les lieux à Jérusalem, peut-être qu'en France, parce qu'il y avait déjà comme terreau cette espèce de dimension de convivialité qu'on retrouve dans toutes ces familles qui viennent d'Afrique du Nord, ou qui viennent d'Irak, ou qui viennent... Et que Beit Ram, quelque part, restituait à travers les maisons et les lieux qu'on était en train de mettre en place. Et de la communauté aussi. Cet aspect-là, un petit peu de la convivialité communautaire, qui était et qui marchait bien. Tous les lieux qu'on a ouverts, on a compris que les familles étaient... Moi, je me souviens de rencontres avec des parents, par exemple, qui étaient... je ne savais pas à quel point nos noms circulaient dans les familles. Et enfin, je vous connais, Edgar. Edgar, c'était un nom qui était resté dans leur tête. Parce que les jeunes en avaient parlé comme de la famille, à leur propre famille. Et très souvent, il y avait une espèce de reconnaissance tacite qui était là, qui était installée, qui était assez étonnante. Mais avec la municipalité, à part l'histoire de l'anonymat, et à part évidemment l'histoire de l'évaluation, avec laquelle on a toujours été en but, parce qu'il fallait penser vraiment de quelle manière on pouvait alors faire en sorte que ce qu'on faisait pouvait être justifiable sur le plan financier. Personne ne peut dire à quiconque que seraient devenus ces jeunes s'ils n'étaient pas passés par Beit Ram. Donc comment on évalue le fait que cette prévention-là a fonctionné? C'est une question qui se pose jusqu'à maintenant. Mais est-ce que justement, à partir de tout ce travail de conviction que vous avez développé avec les autorités par l'agir, en fait, par la réalité aussi,
Est-ce que vous pourriez aussi développer comment vous avez créé d'autres encore lieux de socialisation dont j'ai pu entendre parler, comme les villages de la tolérance, toute cette prise de risque aussi que vous avez eue d'aller vers l'autre, celui qui a priori est l'ennemi potentiel quand même pour beaucoup. Comment vous avez fait? Il a d'abord été, comme je le disais au tout début de notre entretien, pour moi le cœur de mon investissement jusqu'à aujourd'hui, c'est d'une part évidemment la justice sociale, et à travers Baïtram, j'arrivais à assumer et à donner un petit peu une contribution à cette dimension-là, parce que ça me paraissait extrêmement motivant pour moi, ça faisait partie vraiment du cœur de ce que j'avais envie de faire. Mais il y a une autre dimension, qui celle-là, elle est liée à la réalité conflictuelle qui existe en Israël, où on se retrouvait en face de jeunes, la plupart, je parle des années 80, d'origine arabe, Maroc, Irak, Yémen, et qui avaient développé un antagonisme anti-arabe absolument effrayant. Et que moi, il a été clair à ce moment-là que dans leur développement adolescent, d'avoir à ce point une rupture, une blessure identitaire, quand eux-mêmes sont autant arabes que ça, dans leur fonctionnement, dans leur manière d'être, dans leur posture, dans le choix des musiques qu'ils aiment, dans la manière de manger, d'avoir développé une haine de l'arabe à ce point quand eux-mêmes en sont totalement fondés, ou autant que ça, je me suis dit que là, il y avait effectivement un travail à faire, parce que j'ai bien compris, j'étais jeune, mais j'avais déjà pas mal d'éléments par rapport à ça, qu'une fracture identitaire poussée à ce point pouvait amener des gens à péter un câble. Effectivement. Et qu'il m'a semblé extrêmement important de travailler aussi sur cet aspect culturel des choses. Et quand ça a pu se faire, et c'est ouvert une possibilité de créer des passerelles entre des jeunes Israéliens et des jeunes Palestiniens, eh bien, ils se sont rendus compte à quel point la proximité était grande entre eux. Et qu'on a créé pendant toutes les années 90. Concrètement, comment ça s'est passé, cette première rencontre, ces premières rencontres? Ça s'est passé... Comment ça s'est ouvert? D'abord, ça s'est ouvert parce que nous, on n'attendait que ça, pour qu'enfin on puisse mettre en place. Il y a eu pendant très longtemps des rencontres avec des Arabes de Jérusalem, des Palestiniens de Jérusalem, qui étaient intéressés à s'inspirer de Baïtram. Donc, entre adultes et professionnels, on a beaucoup travaillé pour transmettre un petit peu de notre outil de terrain, de notre formation, de notre expérience, pour que eux puissent aussi élaborer des activités pour les jeunes en difficulté de chez eux, à Jérusalem-Est ou dans les villes et les villages alentours de Jérusalem, ou à Bethléem aussi. J'ai beaucoup bossé par exemple avec une équipe d'éducateurs de Bethléem, et je me souviens que j'ai même travaillé avec eux en clandestinité, au moment où ça devenait un petit peu compliqué, et à la première intifada et à la deuxième intifada. Donc on travaillait vraiment en se planquant, mais on avait envie de continuer à transmettre, et puis on pensait que c'était pas nous qui étions en guerre, c'était une guerre qui nous dépassait, qui ne correspondait pas à ce qu'on nous recherchait. Et quand ça a été officialisé, la reconnaissance des deux peuples et des deux pays, au moment où Rabin et Arafat se donnent la main, on peut, de manière totalement officielle, commencer à travailler sur la mise en place et élaborer des projets sur la mise en place de passerelles entre jeunes adultes, entre professionnels et entre jeunes israéliens et palestiniens. Et on a développé des projets qui s'appellent les villages de la tolérance. On a développé tout un processus de recherche et de mise en place d'un énorme projet qui s'appelait le Café de la Paix, où il était question de créer un lieu dans lequel, depuis le matin jusqu'au soir, allait s'activer jour après jour une activité de jardin d'enfants, de travail sur les arts et l'informatique pour les ados, et de café ouvert pour les parents le soir, israéliens et palestiniens, sur un espace qui serait à la frontière entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. Projet qui est arrivé à un point d'élaboration où les premiers budgets allaient arriver de Hollande. Ça se passe en 2000, en 99-2000, et où au moment où les choses commençaient à prendre et à poindre, la deuxième intifada a démarré, et tout ce projet-là s'est totalement effacé. J'ai continué après, évidemment, à essayer de continuer à travailler autour de ça, même après mon arrivée en France. Mais enfin, tous ces projets qui sont liés à une volonté, parce qu'il est clair pour nous, qu'au-delà du fait que c'est beau la paix, qu'il faut y aspirer, que ça fait partie de l'aspiration de tout homme, cette paix tant désirée, au-delà de ça,
ces jeunes avec lesquels on travaille, dans cette dimension conflictuelle, avec cette identité totalement fracturée, ne pourraient que en bénéficier. Au-delà même de l'aspect conceptuel de on veut faire la paix. Et dans leur construction, personnelle, absolument. Absolument. Donc ça rejoignait totalement le projet de Baïtram de dépasser en fait. Il s'inscrivait totalement dans. D'ailleurs. Ces coupures identitaires, il fallait les dépasser. Absolument. D'ailleurs, une des premières propositions de Baïtram au début des années 80, quand on était en recherche du lieu qui allait peut-être être celui sur lequel Baïtram allait poser son dévolu, un des premiers lieux qu'on avait repéré, sur lequel on avait envie de nous installer, c'était un lieu qui était pas loin de la frontière Jérusalem-Est, Jérusalem-Ouest, où on voulait accueillir des enfants israéliens palestiniens. Dès le départ, dès le début de notre intervention en Israël. Et à l'époque, on nous a regardé un petit peu en nous disant ça c'est vos fantasmes, c'est pas là qu'on est. Et d'ailleurs, il y avait eu à l'époque, ce qui est étonnant parce qu'on parle de bien avant la première intifada, c'est-à-dire qu'une époque comme ça, où tout était ouvert, où les Israéliens et les Palestiniens se croisaient, se rencontraient, vivotaient, les Israéliens allaient bouffer chez les Palestiniens parce qu'il y avait de très bons restaurants, beaucoup de Palestiniens travaillaient en Israël et ça se passait relativement bien, avec de temps en temps un attentat, de temps en temps une petite tension, mais ça se passait relativement bien. Toute cette période-là, ça a fricoté ensemble. Donc il y a eu même un projet qui s'est élaboré du côté d'Abou Ghosh, un peu en dehors de Jérusalem, où un club s'est ouvert avec des jeunes juifs et des jeunes arabes. Mais où c'est que le bas blessé? C'est pas qu'il y avait de la tension, c'est pas qu'il y avait de la haine, c'était que et les rabbins et les imams ne pouvaient pas concevoir l'idée que des jeunes Israéliens et des jeunes Palestiniennes allaient peut-être tomber amoureux et se marier ensemble. Donc c'était l'aspect religieux qui avait empêché à ce que ce projet se développe. Religieux, transmission des communautés. Absolument. Et cette mixité-là... Système d'appartenance. Oui, absolument. Ces systèmes d'appartenance, ils étaient protégés, ultra protégés, d'ailleurs jusqu'à maintenant. Alors, de toutes on pourrait Edgar parler très 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 longtemps et aller beaucoup, bien sûr, mais je pense que là, on est vraiment au cœur de choses très importantes. Donc, pour aujourd'hui, quelles seraient les quelques idées, les quelques principes, les quelques façons d'être qu'il ne faut pas perdre dans cette société israélienne ou française d'ailleurs, israélienne, palestinienne, qui malheureusement ne s'améliore pas vraiment. Alors, cette dimension qu'on a longuement développée de l'autogestion ou de l'aspiration à l'autogestion, elle a, avec beaucoup d'ironie, de l'histoire, été reprise il y a 2 ans par les indignés israéliens, où tout d'un coup ils redécouvraient l'autogestion. Et c'est au même moment que Baïtram, lui, était dans une crise profonde de fonctionnement. Alors qu'on était, je pense, les fondateurs, les pionniers de cette approche-là, je pense qu'on était quelque part aussi un petit peu les héritiers des kibboutz. Parce que les kibboutz aussi avaient cette dynamique autogestionnaire. Et de la communauté. Et qu'on avait... Mais le kibbutz n'existant plus, Baïtram avait pris une relève. Et au moment... Il y a encore des kibboutz. Oui, mais ils n'ont plus la même dynamique qu'à l'époque. Il en reste quelques-uns qui ont gardé véritablement la fibre de ce qu'avait été la construction des kibbutzim dans les années 20, 30, 40, qui ont gardé encore, mais ils sont très rares, et ils arrivent à vivre difficilement. Et donc, l'autogestion, ou l'aspiration à l'autogestion, ou au moins la dimension de l'autonomisation des intervenants de terrain, me semble extrêmement importante, et s'il y a un héritage que Baïtram pourrait transmettre, c'est bien celui-là. Il y a une deuxième dimension, il me semble que Baïtram doit pouvoir garder, c'est de garder espoir, toujours, sur le fait que les jeunes, aussi bien israéliens que palestiniens, pourront toujours retrouver une passerelle dans laquelle on protégerait en permanence, dès que les lucarnes s'ouvriraient, de pouvoir... de saisir quelque chose, d'aller vers l'autre. Et d'y être toujours prêt, d'y être toujours sur cette dimension. La troisième chose, et là c'est un petit peu mon deuil personnel quelque part, c'est que je m'étais fait donner comme mission vraiment à ce que l'idée de Baïtram aille jusqu'aux sphères du pouvoir en Israël.
Ça me paraissait important que cette idée-là puisse être entendue ailleurs que simplement dans le quartier ou dans les petites municipalités avec lesquelles on travaille. Je voulais que le message de Beit Ram puisse aussi être entendu, et donc j'avais beaucoup investi, je m'étais donc beaucoup motivé, et je m'étais battu pour que Beit Ram ait sa place dans les commissions de la jeunesse de la Knesset, du Parlement israélien. Et là, il se passait des choses qui étaient absolument extraordinaires, mais vraiment très fortes. Je peux te donner un exemple si tu veux, où je pense que on avait à Beit Ram la possibilité d'apporter à la réflexion sur la réalité de ces jeunes et ce qu'ils vivent, quelque chose qui était très novateur et très frais pour eux, parce que c'était un discours qui effectivement n'était pas du tout le discours commun qu'on pouvait avoir. Et je me souviens de cette scène, je m'en souviendrai très longtemps, de cette scène où la députée qui était à la tête de la commission de la jeunesse à l'époque s'appelait Tamar Gujanski, qui est une femme formidable, qui était d'ailleurs assez étonnamment à cette place parce qu'elle était dans un parti très petit qui était le Parti communiste israélien, où c'était le seul parti où il y avait des juifs et des arabes dans le même parti. Et ce jour-là, le sujet était un sujet assez compliqué, assez ardu, parce qu'à chaque fois qu'on se retrouvait, elle prenait un thème et on développait autour de ce thème-là, et elle en tirait après des éléments qui pouvaient après l'amener à avoir des réflexions sur la manière d'aborder certaines problématiques liées à la jeunesse. C'était la fois où il y avait eu un scandale qui avait fait la manchette de tous les journaux en Israël, où des jeunes Israéliens avaient eu le culot, après être passés dans les camps de la mort à Auschwitz, avaient eu le culot d'accueillir des prostituées dans leur chambre d'hôtel. Et ça avait été dire qu'ils étaient allés en fait sur les camps en Pologne. Oui. Et que alors, cours du les camps en Pologne, c'est quoi? Il y a une tradition en Israël où à 17, après le bac, 16-17 ans, ou juste pendant le bac, on envoie des jeunes des lycées israéliens en Pologne pour prendre connaissance de ce qu'a été la Shoah, mais en les mettant vraiment en réalité directe, en les mettant en présence de cette réalité-là, en les envoyant à Auschwitz, à Birkenau. Et puis voilà, bon, moi cette réalité-là, elle ne m'a jamais séduite. Je pense qu'il y a quelque chose là qui est un tout petit peu dangereux. On parle de jeunes qui s'apprêtent à devenir soldats. Alors on voit bien qu'évidemment il faut les responsabilités, il faut qu'ils puissent comprendre aussi quelle a été la motivation de créer cet État. Et donc ces choses-là, elles sont importantes. Mais quelque part, ça peut aussi engendrer chez eux une espèce de sentiment de vengeance. Et que la réalité dans laquelle on est en Israël, elle n'a pas besoin vraiment de beaucoup plus que ça pour générer de la vengeance chez les jeunes avec lesquels on travaille. La réalité est déjà assez complexe comme ça. Donc je pense personnellement que ce n'est pas la meilleure chose à faire. N'empêche que, lors d'un de ces voyages, des jeunes ont eu le culot de faire venir des prostituées après être passés dans le camp d'Auschwitz-Birkenau. Et Tamar Gujanski nous expose ce sujet. On se retrouve toute la commission. Alors évidemment, il y a des experts en jeunesse, il y a des directeurs d'école, de lycée, il y a des profs de fac, il y a tout un tas de gens qui sont vraiment des penseurs de l'adolescence et qui discutent de tout ça, évidemment, et très vite, la discussion, ça a été comment on réagit en tant qu'éducateur devant une telle réalité. Est-ce qu'il y a une sanction à faire et quelle sanction faut-il faire et de quelle manière on aborde ça et comment on prépare avant pour pas que ça arrive et des choses comme ça. Et moi, j'écoutais tout ça avec beaucoup d'intérêt et je bouillais en même temps à l'intérieur de moi. Je bouillais, mais d'une manière assez insupportable. Et Tamar Gujanski, qui me connaissait, vu que je venais très souvent dans ces commissions, elle était assez étonnée de mon silence, parce que je n'ai pas l'habitude d'être très silencieux dans ce genre de réunion. Elle me dit, Edgar, je ne t'ai pas encore entendu, je ne sais pas ce que tu penses, et j'aimerais bien avoir ton opinion par rapport à cet événement. Et c'est là que l'expression de Beit Ram, à travers ma parole, a dû se poser quelque part. C'est-à-dire que pour moi, il m'a semblé que s'il y avait des sanctions à mettre en place, elles n'étaient pas contre ces jeunes. Elles étaient contre l'équipe éducative qui a accompagné ces jeunes. Parce que, j'explique, quand on amène voir des jeunes des choses aussi atroces, aussi dures, aussi insoutenables, que de savoir et de se projeter de ce qu'a pu être la vie des gens qui étaient dans ces camps-là, leur reprocher d'avoir eu une pulsion de vie en faisant venir des prostituées chez eux dans leur chambre d'hôtel après, moi j'ai envie de leur dire, je vous tire mon chapeau. C'était presque quelque chose de l'ordre de la survie pour eux, la survie émotionnelle. D'accord ? Et que quand
si je me retrouvais, d'ailleurs je me suis retrouvé après avec Nordine autour de ce projet de Pologne, j'ai dit à Nordine, quand on va voir Auschwitz-Birkenau, tu prévois bien, juste après, une activité festive. Faites référence à un voyage en Pologne, un travail en Pologne. On ne peut pas mettre des adolescents devant une réalité pareille et ne pas penser qu'après, il faut leur redonner le goût à la vie. Ils se le sont choisis eux-mêmes. Et donc, la sanction, s'il devait y avoir sanction, c'est pas du tout pour eux qu'elle doit être destinée. C'est à ceux qui n'ont pas pensé combien la pulsion de vie devait être respectée après ce passage à Auschwitz.